Est-on entré dans le pyrocène, à savoir l'ère du feu? Depuis plusieurs années maintenant, on ne s'habitue pas à voir émerger ces méga-feux en Australie, en Californie, en Sibérie, autour du bassin méditerranéen. Et cette année 2021 est une des pires en termes de destruction de forêts, des dizaines de millions d'hectares partis en fumée. Un phénomène en lien direct avec le réchauffement climatique, selon les scientifiques. Merci Sébastien Lahaye d'être en direct de Marseille avec nous. Vous êtes chercheur, ancien pompier. Merci aussi à vous, Laurent Velasco, d'être en direct avec nous. Vous êtes responsable du pôle de défense des forêts contre les incendies à l'ONF. Merci à vous deux donc d'être là pour parler de ces méga-feux. Et justement, première question, peut-être à vous, Sébastien Lahaye. De quoi parle-t-on précisément quand on parle de méga-feux? C'est un mot relativement nouveau. Oui, alors c'est un mot qu'on croit nouveau et on pensait les méga-feux être réservés à ces feux qui parcourent des surfaces exceptionnelles en Australie ou aux États-Unis. En fait, un méga-feu, c'est avant tout un feu qui est destructeur et qui est incontrôlable. Et en ce sens, on peut dire que ces feux qui concernent actuellement le bassin méditerranéen, en France et au-delà, sont pour beaucoup des méga-feux, oui. Et quelle est la différence avec les feux saisonniers auxquels on était habitué? Bien, disons que les sapeurs-pompiers en France et un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde d'ailleurs, ont développé une stratégie d'attaque systématique des feux qui fait que ces 20 dernières années, on a très rapidement éteint les feux et c'était des petits feux. La différence, c'est qu'à force d'avoir éteint tous ces feux, puis surtout à force d'avoir accumulé du combustible au sol, on a aujourd'hui des feux qui, guidés par le réchauffement climatique, mais surtout guidés par une végétation très très dense, sont extrêmement alimentés et développent des comportements qui dépassent complètement les capacités de lutte, les capacités de lutte des sapeurs-pompiers. Alors je le disais il y a quelques instants, selon les scientifiques, l'émergence de ces méga-feux est liée directement au changement climatique. Le réchauffement fait sécher les végétaux qui prennent feu donc plus facilement. C'est le processus qui est à l'œuvre, Laurent Velasco? Alors effectivement, hein, les conditions météo de manière générale ont un lien direct sur le comportement et donc sur la survenue des feux. La végétation dans les secteurs notamment soumis à des météo défavorables l'été va avoir tendance à sécher. Ce sont des mécanismes de survie des espèces qui sont adaptées à ces milieux-là. Mais cette végétation qui est plus sèche l'été, va forcément être plus inflammable et plus combustible. Donc la moindre étincelle peut rapidement mettre le feu à la litière au sol, donc qui est très sèche, elle-même se communiquer aux herbacées, puis à la strate arbustive et enfin aux arbres et donner un feu de forêt au sens strict du terme. Alors on parle de monstres, hein, quand on parle de ces méga-feux, ça a été le terme qu'on a utilisé notamment en Australie en 2019-2020. Et on a l'impression, et vous l'avez dit, hein, Sébastien Lahaye, qu'il est extrêmement difficile de les maîtriser. Pour quelle raison? À cause de la surface trop importante à couvrir? On n'en a pas les moyens tout simplement? Alors, il y a deux facteurs. Le premier, c'est le comportement de l'incendie lui-même, qui, on le disait, est alimenté par beaucoup de combustible, et puis du combustible très sec, donc qui brûle très vite, qui interagit avec l'atmosphère et qui ne se contente pas de se propager dans le sens du vent, mais va parfois s'écarter bien au-delà, de façon latérale. Et on a des fronts de flammes qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres, donc on est largement au-delà de toute capacité de lutte, que ce soit terrestre ou même aérienne. Même les avions ne peuvent pas larguer sur ces feux. Et puis il y a un deuxième facteur très important, c'est que le moindre feu en Europe actuellement, compte tenu de la présence humaine très forte, l'habitat, le tourisme en zone méditerranéenne en été, mais le moindre feu va impacter des zones bâties et de la population en nombre. Et les pompiers sont obligés en priorité d'aller défendre ces points sensibles, ce qu'on appelle des points sensibles. Ils se dispersent pour ça et ne peuvent tout simplement plus lutter contre l'incendie lui-même. Ça, c'est les deux facteurs qui font que ces feux sont réellement incontrôlables. Laurent Velasco, je me tourne vers vous, hein. Vous travaillez donc pour l'Office national des forêts. Quelles sont les conséquences de ces méga-feux? Alors, les conséquences d'un feu, que ce soit ce que vous appeliez un feu saisonnier ou un méga-feu, je dirais malheureusement, elles vont être à peu près les mêmes.
La question de l'échelle des superficies va être évidemment variable, mais sinon les impacts sont les mêmes, c'est-à-dire une destruction du couvert végétal et généralement dans son intégralité, c'est-à-dire à la fois la broussaille, les éléments au sol, mais également aussi, puisque les flammes vont monter dans la canopée, l'ensemble des peuplements forestiers. Et donc cette végétation-là, est détruite sur quasiment l'intégralité des superficies parcourues parce que le feu est assez intense. Et donc on revient finalement à un état zéro, à un sol nu après un incendie. Alors pour comprendre justement ce qui risque d'arriver dans le futur face à ces méga-feux et trouver des moyens de lutte, des scientifiques font des tests grandeur nature dans une forêt du Var dans le sud de la France. Une forêt, vous allez le voir, qui est soumise à rude épreuve. Vous allez le voir donc dans ce reportage de Grégory Fontana et Marion Lompagieux. Caroline la tortue est âgée d'une trentaine d'années, 30 ans qu'elle assiste, impuissante, à la dégradation de son environnement. Aujourd'hui, l'une de ses congénères vient d'être victime de l'un de ses pires ennemis, le feu. Vous en avez encore vu beaucoup? Une cinquantaine. Ah ouais! Et sur les cinquantaines, combien de vivantes, combien de mortes à peu près? Près 40 mortes. La tortue Hermann, une espèce protégée emblématique du massif des morts. Il faut savoir que ces animaux vivent depuis 1 à 2 millions d'années. Donc pendant ces années-là, il y avait des incendies. C'est un des ennemis si ça se reproduit trop souvent. Et c'est bien cet aspect répétitif dans des délais de plus en plus courts qui constitue une réelle menace pour la faune et la flore en Méditerranée. Il pleut de moins en moins, les étés sont de plus en plus chauds et secs, les vents de plus en plus violents. La nature n'a plus le temps de s'adapter, alors pour mieux anticiper le phénomène, des scientifiques ont installé sur les hauteurs de Manosque un véritable laboratoire à ciel ouvert, unique en son genre. L'idée, c'est vraiment de stresser la forêt, c'est-à-dire qu'on va arrêter les précipitations pendant toute une partie de l'année. Et pour cela, rien de plus efficace qu'une bâche géante que l'on déplie. En dessous, la forêt truffée de capteurs est privée de 30% de son eau et un premier constat alarmant au niveau du sol. On voit pratiquement disparaître des groupes entiers d'organismes. Alors peut-être qu'ils sont allés plus profond dans le sol, ils n'ont peut-être pas complètement disparu, mais en tout cas ils ne participent plus au travail de décomposition, etc. Et ce travail est fondamental pour les écosystèmes. L'autre enseignement est au niveau de la composition de la forêt elle-même. Souvent on nous dit mais ça sert à quoi vos recherches, etc. C'est très fondamental et tout. Ben là non, on montrait quand on a plusieurs espèces en mélange, eh bien on peut avoir une forêt qui soit plus résiliente. Autant de données essentielles quand on sait que la région méditerranéenne est amenée à se réchauffer 20% plus vite que le reste du monde. Optimiste, pessimiste, de toute façon on n'a pas le droit d'être pessimiste, sans ça on va droit dans le mur. Mais je pense qu'il y a encore des capacités d'adaptation de cette forêt méditerranéenne à ce niveau-là. Et ça peut paraître paradoxal, aujourd'hui la forêt méditerranéenne occupe une surface 2 fois plus grande qu'au 19e siècle et pourtant elle n'a jamais été autant menacée. Alors Sébastien Lahaye, on vient de l'entendre, on n'a pas le droit d'être pessimiste. Mais quand on voit par exemple ce rapport de CAL FIRE, l'agence californienne en charge de la lutte contre les incendies, depuis 1932, 6 des 10 pires incendies qui ont dévasté l'État américain sont postérieurs à 2020. On est face à une tendance qui s'accélère là. Oui, absolument. Et la réponse tient dans la dernière remarque de votre reportage. La réponse est tout simplement liée encore une fois, à l'accroissement de la forêt. Alors qu'on peut voir comme quelque chose de favorable pour l'absorption du carbone, par exemple. Sauf que c'est une forêt aujourd'hui qui n'est plus entretenue du tout. Et c'est exactement l'exemple des morts et de l'incendie qu'on a eu la semaine dernière en France. C'est une forêt dans laquelle on a un continuum de végétation, de l'herbe à la broussaille et aux arbres, et qui fait que c'est très combustible. Alors oui, il y a des solutions, et il ne faut certainement pas être pessimiste. Les solutions, elles sont déjà à long terme.
Lutter contre le réchauffement climatique, c'est évidemment une nécessité. Au-delà de ça, entretenir les espaces forestiers et réduire la biomasse de broussailles combustibles. Ça, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose à long terme et qu'il est nécessaire de mener en limitant les causes de l'exode rural, en réintroduisant des brûlages favorables, des brûlages hivernaux dans les milieux forestiers, dans les landes. Et puis, il y a des solutions à court terme, et ça, ces solutions, elles sont plutôt sur la protection de l'habitat, la protection des points sensibles. Et là, on a beaucoup de choses à faire, et ça me paraît urgent pour protéger tout simplement les populations les plus menacées. Oui, justement, vous parlez d'urgence, mais clairement, si ces méga-feux continuent, quelles seront les conséquences pour les êtres humains? On l'a vu aussi pour, évidemment, tous les autres êtres vivants. Encore une fois, les conséquences, on les voit aujourd'hui et il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Si on prend l'exemple de l'année 2019, l'année dernière, qui n'était pas une année à conditions météorologiques très défavorables, une année d'ailleurs où les pompiers ont bien travaillé puisqu'on a eu assez peu d'incendies. Néanmoins, il y a eu un incendie assez caractéristique, pas très loin de Marseille, à Martigues, qui a brûlé une surface pas très importante, un petit millier d'hectares, mais qui a totalement détruit 2 campings. Tout a brûlé, les tentes évidemment, mais aussi les voitures, les bungalows. Et ça, c'est ce qui nous attend aujourd'hui sur la plupart et très souvent sur les incendies qui se produisent dans la zone méditerranéenne. Donc c'est ça les conséquences. C'est les conséquences aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de parler de méga-feux pour avoir ces conséquences. Et c'est pour ça qu'on doit travailler sur la protection des populations, la sensibilisation, l'information préventive et puis la protection du bâti. On est en mesure aujourd'hui, avec un peu d'ingénierie, avec un peu d'intelligence, de protéger des campings, de protéger des maisons, des aires d'autoroute, etc. Et juste, Laurent Velasco, je me tourne vers vous justement. À l'Office national des forêts, qu'est-ce qu'on fait justement par rapport à ce phénomène de méga-feux? Est-ce que, par exemple, il y a une campagne où on va replanter des essences d'arbres qui sont, dit-on, retardatrices dans la propagation des feux? Je pense par exemple au cyprès en Méditerranée, à certains pins aussi. Alors, la végétation en elle-même, en contexte méditerranéen, aura malgré tout toujours tendance à conduire le feu. Si on prend le cas du cyprès, les parties vertes du cyprès sont relativement résistantes en effet, mais il est généralement rempli de ce qu'on appelle de la litière perchée. C'est en fait des rameaux morts qui soit tombent au sol, soit sont à l'intérieur de ces cyprès. Et on a très régulièrement des feux, ne serait-ce que dans des interfaces urbaines qui courent dans ces haies de cyprès et qui peuvent aussi représenter un danger. Donc, la végétation doit être, on va dire, adaptée au contexte climatique de manière générale, mais si les solutions doivent intervenir pour limiter les feux, elles se situent plutôt dans les axes de travail que citait Sébastien Lahaye précédemment. À la fois du côté de la protection des enjeux humains pour faciliter l'intervention des moyens de lutte et donc si possible les rendre un peu plus disponibles pour protéger la forêt, mais aussi, et là c'est vraiment le rôle des forestiers, que ce soit des services de l'État et donc l'ONF qui est leur opérateur, dans la partie plutôt préventive. Et donc c'est aussi faire passer les messages de prévention et de bonne conduite auprès des populations. Comme pour tout accident, en fait, on s'imagine toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais un jet de mégot, des travaux avec une meuleuse ou une disqueuse au fond du jardin, des cendres qu'on met au fond du jardin quand on vide la cheminée, tout ça, ce sont autant de gestes du quotidien qui sont à l'origine de ces feux. Et le feu le plus facile à éteindre, c'est celui qui n'a pas démarré. Oui. Donc, il y a vraiment une importance cruciale sur la prévention et la limitation du nombre de départs. Moins il y aura de départs, moins il y aura de grands feux. Merci à vous, Laurent Velasco. Merci à vous, Sébastien Lahaye, d'avoir été avec nous sur TV5 Monde pour parler de cette question des méga-feux.